Bonjour à tous. Bonjour, merci d'être avec nous, ce matin. Pour ce webinaire, je vais introduire, l'événement. Donc je me présente Alexandre Silam, je suis en charge de la partie gestion et finances d'entreprise chez Finance Innovation. Aujourd'hui, on a un webinaire en compagnie de Comply Advantage, un des membres de Finance Innovation, sur, la thématique «Le paysage des risques, l'IA et les étapes réglementaires clés en 2025». Et je vais vous laisser en compagnie de Léo, de chez Comply Advantage. Merci beaucoup. Merci Alexandre. Bonjour à tous et à toutes. Donc, comme l'a dit Alexandre, aujourd'hui, on va vous présenter les résultats du rapport mondial de la conformité de Comply Advantage. Je suis Léo Benoît et je suis consultant solution chez Comply. Je vous remercie de votre participation. Pour la 5e année consécutive, on a interrogé 600 décideurs en conformité à travers 9 pays et bien sûr la France. On les a interrogés sur les risques, les menaces émergentes et l'IA et bien sûr d'autres sujets d'actualité. D'ailleurs, vous pouvez nous indiquer dans le chat d'où vous nous rejoignez. Et d'ailleurs, vous allez avoir 3 manières de participer. Vous allez pouvoir poser des questions dans la section questions, vous allez pouvoir commenter sur le chat, et vous allez pouvoir répondre à nos questions sur la partie sondage. Alors aujourd'hui, je suis rejoint par mes 3 panélistes. On a d'abord Baptiste Forestier. Baptiste, il est Head of Compliance chez Hero. Hero, c'est une fintech qui propose des services bancaires aux entreprises et professionnels. Sa mission est de devenir le partenaire financier de référence pour les PME digitales en Europe. On a ensuite Justine Muscat. Justine, elle est senior consultant chez Reclarp. Et Reclarp, c'est notre partenaire et c'est un cabinet de conseil spécialisé en conformité bancaire avec une expertise particulière dans les nouveaux services de paiement et les cryptoactifs. Depuis plus de 10 ans, Reclarp offre son expertise et son accompagnement à l'échelle internationale. Et enfin, Lilia Locatelli, Head of Compliance chez Monitrons. Monitrons, c'est une fintech qui permet à plus de 10 millions de personnes d'envoyer de l'argent à l'étranger. Elle contribue depuis plus de 10 ans à faciliter la vie des migrants en Europe et à créer un monde plus équitable et inclusif. Merci à tous les 3 de participer à ce webinaire avec moi aujourd'hui. Alors, je vous propose, pour commencer cette session, de faire une brève rétrospective sur l'année 2024. C'est vraiment une année qui a été marquée avec des élections mondiales et une instabilité géopolitique. C'est vraiment des événements qu'on a pu tous constater. Les professionnels de conformité ont dû également faire face à une montée du crime organisé, et c'est l'une des thématiques majeures de notre rapport. Ça prend plusieurs formes. Comme vous pouvez voir, on vous a mis une photo d'avocats qui représente les cartels mexicains et l'agriculture illégale d'avocats. Et on a aussi la cybercriminalité. Et d'ailleurs, en 2024, on a une enquête de PwC qui a identifié une hausse du coût de la conformité, ayant pour raison des exigences toujours plus grandissantes et une tendance pour les organisations à évoluer en maturité en ce qui concerne les ressources technologiques. Du coup, on en vient à la première thématique de notre webinaire. Justine, pour toi, quels ont été les événements marquants de l'année 2024 concernant les réglementations et quelles sont les échéances à venir? Alors déjà, bonjour à toutes et à tous. Merci Léo pour cette introduction. Donc pour poser le contexte, 2024 a déjà été une année charnière avec l'entrée en vigueur de plusieurs régulations clés, comme MiCA, et la préparation des assujettis à l'arrivée du règlement DORA ou encore l'adoption de l'AML Package. Mais en 2025, la cadence, elle s'accélère encore et on a plusieurs dates importantes à retenir pour cette année cruciale sur le plan réglementaire. Donc, de nombreux textes vont impacter les établissements financiers et les prestataires de services de paiement, ce qui exige en fait une anticipation rigoureuse pour garantir une mise en conformité fluide et efficace. Donc d'ailleurs, ce n'est pas qu'une question de réglementation, puisque l'implémentation de cette densité législative est une des principales préoccupations des professionnels, comme tu viens de le dire. Et je vous propose donc de regarder ensemble les grandes échéances qui vont structurer le paysage réglementaire cette année. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, on assiste vraiment à un empilement de textes et d'échéances pour l'année à venir. Tout d'abord, depuis le mois de janvier, le règlement européen MiCA est pleinement entré en application. Donc, ce texte vise à encadrer les marchés des cryptoactifs et impose de nouvelles règles au PSAN, que l'on appellera bientôt donc les PSCA, les prestataires de services sur cryptoactifs. Donc concrètement, ils vont devoir respecter des obligations similaires à celles des institutions financières traditionnelles. Et finalement, on assiste à une véritable institutionnalisation de ce domaine.
Et la première grande étape va être l'obtention obligatoire d'un agrément pour assurer une poursuite ou un démarrage d'activité dans le secteur des actifs numériques. Donc ce règlement signifie notamment un renforcement des exigences en matière de transparence et de gestion des risques, l'imposition de nouvelles normes de contrôle, notamment pour les plateformes d'échange crypto, et aussi un potentiel arrêt de l'activité en France et en Europe de certains PSAN, donc il y a un enregistrement actuellement en France, au vu des attentes élevées des régulateurs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le gap, la marche en fait à passer entre le statut PSAN et l'agrément PSCA est quand même assez élevé et tous les acteurs n'auront pas les moyens financiers ou en tout cas toutes les nécessités qui sont attendues pour pouvoir obtenir cet agrément. Ensuite, nous avons donc le 17 janvier 2025 un nouvel événement avec l'entrée en application du règlement DORA, donc le Digital Operational Resilience Act, qui vise, lui, à renforcer la cybersécurité et la résilience des infrastructures IT des institutions financières. Donc, on va en effet avoir de nouvelles obligations déclaratives relatives aux actifs TIC sous forme de reporting réglementaire périodique, la mise en place également de tests de résilience numérique obligatoires, une supervision accrue désormais des fournisseurs de services TIC dits critiques et l'obligation de garantir pour les assujettis une continuité d'activité en cas de cyberattaque. Donc ce règlement, lui, il va pousser les assujettis à enrichir leur contrôle interne avec la mise en place d'un contrôle des risques TIC dédié et aussi renforcer leur plan de continuité et leur dispositif de cybersécurité, notamment face aux cybermenaces grandissantes. Nous avons également, donc depuis le 2 février dernier, une autre évolution importante qui est intervenue avec l'intégration des paiements instantanés SEPA. Donc cette réforme, elle vise à rendre les paiements instantanés plus accessibles et sécurisés pour les consommateurs et les entreprises à travers l'Europe. De ce fait, les PSP, donc prestataires de services de paiement, ont désormais l'obligation d'offrir des paiements instantanés aux mêmes conditions tarifaires que les virements classiques, donc gratuits finalement. Et on a un renforcement à prévoir des dispositifs internes de lutte contre la fraude sur ces flux considérés comme à haut risque. Donc pour les banques et les PSP de manière générale, cela implique des ajustements techniques pour assurer une mise en conformité rapide tout en sécurisant ces nouveaux flux de transactions, notamment en matière de gel des avoirs et par rapport à l'obligation de résultats qui en découle. Donc, la mise en application du règlement SEPA étant échelonnée sur plusieurs mois, ce seront les PSP opérant dans une autre devise qui devront proposer dès octobre prochain des virements instantanés libellés en euros. L'objectif étant toujours de fluidifier davantage les transactions au sein de l'Union. Donc, pour cela, il faudra prévoir l'adaptation des systèmes de paiement pour intégrer cette nouvelle fonctionnalité et mettre en place une gestion des taux de change et des risques opérationnels efficace. Nous aurons alors un petit peu plus tard dans l'année, mais ça arrive quand même assez vite, en août prochain, les réglementations européennes sur toute l'intelligence artificielle qui vont entrer en vigueur avec un cadre généralisé fixé sur l'utilisation des modèles d'intelligence artificielle, donc l'IA. On va notamment avoir la mise en place de contrôles plus stricts sur les modèles d'IA à haut risque, un renforcement des exigences en matière d'auditabilité et de transparence et l'obligation pour tout assujetti qui utiliserait l'IA d'assurer une traçabilité des décisions prises par cette dernière. Donc, pour les acteurs de la conformité, ça soulève, je pense, une question cruciale. Donc, ce serait comment concilier efficacité et explicabilité des systèmes d'IA, alors même que les régulateurs deviennent de plus en plus exigeants sur la transparence des algorithmes. Et cette question, on aura notamment l'occasion d'en rediscuter au cours du webinaire. Et en dernière nouveauté, mais qui n'est pas un enjeu réglementaire en tant que tel, mais qui marque tout de même un tournant important au sein de l'UE, c'est la création et le début des activités de l'AMLA, ou aussi dit la LBC en français, donc l'Autorité européenne de supervision en matière de LCBFT, qui a commencé depuis quelques semaines les recrutements des professionnels qui assureront la réalisation de ces missions. Donc, comme vous le voyez, une année 2025 qui s'annonce assez riche, avec déjà des premières échéances à mettre en place pour respecter tous ces changements. Merci Justine. Alors je vous propose de passer à notre première question. On vient de voir qu'il y allait y avoir beaucoup de changements réglementaires. On a vu le UI Act, les systèmes de paiement instantané, tous les changements autour de la crypto. Lélia et Justine, quels conseils donneriez-vous aux professionnels de la conformité pour répondre aux exigences réglementaires et les anticiper? Alors, tout d'abord, merci et bonjour à tous. Donc pour ma part, je pense que ce qui est très important, ce serait la première chose à faire, c'est la veille réglementaire.
À chaque nouvelle réglementation qui est publiée, il faut faire une analyse de gap, c'est-à-dire analyser la nouvelle réglementation à venir et vérifier si les processus et les systèmes actuels sont bien conformes à celle-ci. Lorsque ce n'est pas le cas, alors on identifie un gap et il faut définir des mesures à mettre en place pour se mettre en conformité, ainsi qu'un calendrier à mettre en place qui prend en compte la date d'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation. Alors, je rejoins Lélia pour le coup. Donc, en effet, cartographier les obligations et structurer un plan d'action, c'est vraiment important et nécessaire. Je pense également à tout ce qui va être au niveau de la gouvernance, adapter cette dernière et renforcer la collaboration entre les équipes, par exemple, de contrôle interne, de conformité, équipe IT et juridique, puisqu'en fait, l'intégration de ces nouvelles normes, elle ne peut pas se faire en silo. Elle doit vraiment impliquer toutes les parties prenantes de l'organisation. La gouvernance, elle doit vraiment refléter cette transversalité des règlements, directives et autres changements réglementaires pour vraiment permettre la meilleure agrégation des impacts de ces derniers et leur appropriation en interne. Pour compléter aussi ce qu'a dit Lélia par rapport à cette veille réglementaire, de manière générale, en fait, toute cette question de sensibilisation et de formation des collaborateurs, elle est vraiment importante et vraiment nécessaire, puisque plutôt que de voir la conformité en fait comme une contrainte, il faut vraiment qu'elle soit envisagée comme un levier pour renforcer la résilience et la compétitivité des assujettis. On connaît tous le débat historique entre business et conformité, mais au fond, l'un ne devrait pas exclure l'autre et au contraire, les deux peuvent se compléter et créer de la valeur. Donc, en prenant ces différentes mesures en compte dès maintenant, les assujettis pourront aborder 2025 avec sérénité et puis assurer une transition en douceur vers toutes ces nouvelles réglementations. Merci Lilia et Justine. Alors, merci pour ces conseils. On a dit l'analyse. Excuse-moi Léo, Oui. je voulais juste ajouter un petit Bien sûr, mot. Baptiste. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Ça va en plus dans le sens de Justine et de Rick Sharp. Je pense que sur des thématiques comme notamment Dora, sur laquelle j'ai travaillé l'année dernière et sur laquelle je continue à travailler, pour des petites structures comme Hero, on est une cinquantaine, il ne faut pas hésiter à aller chercher de l'expertise en externe, parce que c'est des sujets qui sont très pointus. On n'a pas forcément la compétence en interne et ça permet d'aller plus vite, de vraiment identifier au moins les points sur lesquels il faut travailler en priorité et d'avoir ensuite un calendrier à dérouler qui est pertinent et adapté aux besoins et à la taille de l'entité. Et en plus, pour ceux qui ne le savent pas, je pense que c'est encore valable cette année. Il y a un chèque de 5 000 € de l'État, notamment pour l'audit sur Dora. Donc ça permet de financer au moins une partie. Merci Baptiste. Alors, on vient de le voir, on a l'analyse de gap, la gouvernance, les formations et l'expertise externe. Donc, après avoir vu tous ces défis réglementaires auxquels l'équipe de conformité va faire face, on peut maintenant s'intéresser et nous pencher sur le paysage des risques et les menaces à venir pour les 12 prochains mois. Alors, c'était d'ailleurs l'une des questions qu'on a posées dans notre enquête. On vous la pose également dans la partie sondage. Ce qu'on a observé, c'est qu'en top 1, la première menace, c'est le blanchiment d'argent qui revient sur le haut de gamme, l'immobilier, l'e-commerce. En top 2, on a la PPP fraude, vous savez, la fraude au paiement autorisé. Et en top 3, on a le rançon logiciel. Vous pouvez nous dire dans le chat d'ailleurs quels seraient vos top 3 à vous. Lélia, pour toi, quels sont les plus grands défis en matière de criminalité financière auxquels Monitrans a été confronté en tant que société de paiement et comment ces menaces ont-elles évolué au fil du temps? Alors, pour ma part, c'est vraiment le trafic de stupéfiants qui engendre vraiment une hausse de la criminalité et on constate de plus en plus de flux qui sont potentiellement liés. Par ailleurs, il y a aussi la fraude qui se porte toujours aussi bien. Des schémas de type fraude amoureuse ou tout simplement des recours à des mules financières. Ça, c'est un phénomène qui reste très courant. Voilà, Monitrans, par nature, c'est un établissement financier qui fait face à des défis en matière de criminalité financière. Notre cœur de métier, c'est le transfert d'argent vers des pays en voie de développement. Donc, même si la criminalité financière, ça reste quelque chose de marginal dans nos transactions, le produit de transfert d'argent en lui-même, il est intéressant pour les criminels puisque l'argent peut être disponible en 5 minutes à l'autre bout du monde. En espèces, potentiellement dans un pays à haut risque de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme. Donc voilà,
les défis, je dirais, qui émanent de ces criminalités financières-là, c'est surtout le fait que les transactions suspectes, elles sont de plus en plus de faibles montants et divisées sur plusieurs clients. Donc, on est sur des schémas many to many. Et ça, c'est des scénarios qui sont plus difficiles à détecter si on n'a pas des outils adéquats, surtout si on veut le détecter en amont de la transaction pour bloquer ou suspendre, annuler la transaction. Voilà. Après, le dernier point, c'est vraiment la fraude identitaire, avec des tentatives d'ouverture de compte, avec des documents d'identité falsifiés. Ça reste aussi une tendance actuelle. Merci Lélia. Et pour toi, Baptiste, qui est chez Hero, vous êtes fournisseur de cartes de crédit et de solutions de paiement pour les entreprises. Quelles sont les menaces les plus importantes? Je peux rebondir sur la fraude documentaire, même si je ne l'ai pas vraiment constaté dans des volumes très importants ou plutôt de façon anecdotique chez Hero. Je pense que comme pas mal de gens, j'ai suivi les progrès des deepfakes et de ce que ça pouvait permettre de faire pour créer des identités synthétiques ou pour usurper l'identité de quelqu'un. Et je pense que même si pour mon entité, c'est pas une menace encore vraiment identifiée ou prégnante, ça commence à l'être pour le marché et il ne faut pas hésiter à s'équiper avec les bons outils qui permettent de matcher un petit peu le niveau technologique des fraudeurs et pour éviter sinon de vraiment ouvrir une quantité de comptes colossale avec des fausses identités. Ça peut être très dangereux, ça peut aller très très vite. Par contre, moi, ce que j'ai constaté, c'est vraiment la hausse du social engineering. Ça, c'est vraiment le mal je pense, de cette année et probablement de celle à venir également. J'ai déjeuné avec un journaliste qui s'est fait frauder, la fraude aux faux conseillers. Et on lui a volé, je crois, une dizaine de milliers d'euros, mais ça l'a motivé à écrire un livre en fait sur la thématique. Il a passé du temps avec la police, il a rencontré des gens qui s'étaient fait frauder. Il a parlé également avec des fraudeurs et c'est assez effrayant l'efficacité en fait de ces réseaux qui peuvent générer plusieurs dizaines de milliers d'euros par jour une fois qu'ils sont rodés sur leur process. Donc ça peut être vraiment terrible parce qu'ils prennent les économies des gens, hein, littéralement. Et les réseaux de blanchiment également qui vont derrière parce que c'est des sommes colossales qu'il faut faire disparaître. Et ça, pour le coup, au sein de Hero, c'est un risque qu'on a constaté. On a eu plusieurs cas d'ouverture de compte où c'est une forme de social engineering, c'est pas du faux conseiller. Là, c'est des fraudeurs qui se font passer pour des entreprises en fait qui trouvent des chantiers pour différents types d'artisans et qui leur disent voilà, pour accéder à tel chantier avec un salaire hyper intéressant, il faut juste que vous créez un dossier chez nous. Et donc en fait, ces personnes, elles n'ont pas conscience d'ouvrir un compte au sein d'un établissement de paiement ou d'une banque. Elles pensent juste en fait avoir trouvé un marché juteux. Et nous, après, on a des moyens en interne de faire des checks de cohérence sur les transactions, a posteriori de l'entrée en relation, et on les détecte très efficacement et ça nous permet de fermer les comptes. Mais on sait et on a discuté avec d'autres entités qui n'étaient pas équipées de la même façon et qui en fait tout simplement ne le voient pas. Et ces comptes-là opèrent pendant assez longtemps et font office de mule avec des fonds conséquents qui peuvent transiter à travers eux. Il faut être très vigilant et encore une fois, avoir ce réflexe technologique de se dire comment est-ce que je peux détecter les signaux faibles qui caractérisent ce type de fraude. Merci Lélia et Baptiste de nous avoir exposé vos menaces. Je vous propose maintenant de nous intéresser aux limites auxquelles les décideurs en conformité font face en matière de détection de la criminalité financière. Alors, on peut voir, il y a 3 principaux obstacles. C'est vraiment la partie gauche de votre schéma ici, et ça représente environ 45% des réponses. Et ces 3 principaux obstacles concernent les données de manière générale. On parle de données cloisonnées, non accessibles en temps réel ou de mauvaise qualité. Et d'ailleurs, selon Gartner, la mauvaise qualité des données coûte aux entreprises en moyenne 12,9 millions de dollars par an, et ça peut bien sûr être plus élevé. Lors des conversations qu'on a à Compliance Vantage, un défi récurrent qu'on a constaté, c'est l'incapacité à connecter les données de haute qualité et à prendre une décision rapide à partir de celle-ci. Ce qui est intéressant, si on regarde à la droite de ce graphique, la partie 1%, il y a 1% des déclarants qui disent n'avoir aucune limite. Si on inverse ce nombre, ça veut vraiment dire que 99% d'entre eux se disent limités. Et ça, c'est vraiment un chiffre marquant et une opportunité d'amélioration. Alors, maintenant qu'on vient de voir ça, je vous propose
interroger nos panélistes. Lélia, Baptiste, chez Monitrans et Hero, quel rôle joue la donnée au sein de vos organisations? Je dirais que la donnée, elle est clé. Notre travail consiste en de l'analyse de données, donc une donnée de qualité, exploitable, c'est essentiel à la bonne compréhension et à la gestion des risques. Maintenant, voilà, faut avoir les bons outils pour remonter les données de façon rapide ou en temps réel, c'est encore mieux, et centraliser. Avoir l'ensemble des données au même endroit, ça permet vraiment de faire des analyses holistiques d'une relation d'affaires, et de toutes les relations d'affaires peuvent être connectées à celles qu'on est en train d'analyser. Et c'est clair que si on a des données dans plusieurs environnements différents, il y a des liens qu'on ne fait pas. Et finalement, c'est une analyse incomplète. Donc, pour moi, la donnée, c'est très central et ça va l'être de plus en plus. On collecte de plus en plus d'informations sur les clients, on demande de plus en plus d'informations sur les transactions au moment de la transaction. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on doit être capable ensuite d'utiliser pour faire nos analyses et pas uniquement pour faire des statistiques qu'on envoie au régulateur une fois par an. Ouais, je suis totalement d'accord. La donnée, pour nous, elle est clé pour plusieurs aspects. Il y a justement la prévention de la fraude. On a besoin d'avoir le plus de data points possible pour faire des analyses fines et pouvoir détecter le plus rapidement et le plus efficacement possible en fait les schémas de fraude pour pouvoir éventuellement les prévenir. C'est sensiblement la même logique qui s'applique pour tout ce qui est lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme. Encore une fois, c'est plus on a de données et plus on peut analyser finement les transactions, mettre des scores de risque qui soient appropriés, qui nous permettent de déclencher les bonnes actions au bon moment. Et un peu à pas l'opposé du spectre, mais on va dire que c'est des intérêts qui sont différents. Il y a aussi les enjeux business qui sont prégnants pour les startups, notamment comme Hero Jeunes, où on doit prévenir efficacement la fraude, le blanchiment, mais on doit également assurer une expérience utilisateur la plus fluide possible, parce que c'est le nerf de la guerre entre tous les acteurs digitaux, c'est d'avoir le canal d'entrée en relation et après l'expérience utilisateur pendant l'utilisation des services de paiement qui soit la plus fluide possible pour qu'on ouvre le plus de comptes et qu'on les conserve dans la durée et qu'on conserve évidemment que les comptes qui sont légitimes et qui ont une utilisation honnête de nos services. Donc oui, la donnée, elle est super importante et il y a des vrais enjeux de réconciliation de toutes ces données parce que, comme je le disais tout à l'heure, on met en face de nos risques de plus en plus d'outils qui exploitent énormément de données, soit fournies par les clients, soit fournies par des bases de données plus ou moins open source. Et il faut avoir la capacité à mettre toutes ces données en cohérence les unes avec les autres, pouvoir les utiliser de la même façon, de façon unifiée. Et ça, c'est des vrais enjeux en termes de gestion de la donnée en interne qui sont complexes à gérer et qui doivent être, j'ai envie de dire, anticipés dès le début de la création de tous les processus pour qu'on ne se retrouve pas à un moment donné à se rendre compte qu'une donnée est dans un outil et qu'elle doit être utilisée dans un autre et qu'ils ne sont pas connectés. Enfin voilà, c'est des sujets complexes et à bien planifier. Merci Baptiste. Ça nous amène d'ailleurs à notre deuxième question. Donc tu as parlé de data point, d'analyse, avec les données qui sont fragmentées et qui entravent la capacité à repérer les activités suspectes. Quelles mesures peuvent être prises pour unifier les systèmes de données et améliorer les capacités de détection? Et je vous invite à participer aussi dans le chat si vous avez une opinion sur le sujet. Du coup, ouais, pour continuer sur le sujet, je ne vais pas forcément utiliser les bons termes parce que je ne suis pas forcément très compétent en la matière, mais de ma compréhension, on est un petit peu sur l'avènement des data lakes qui, en fait, sont pour imaginer un petit peu, c'est comme un lac, en fait, où on va mettre toutes les données de tous les outils et on va leur permettre après de les utiliser, on va les codifier, les labelliser, qui va permettre ensuite de chaque outil pourra aller taper la donnée qui a été récupérée via un autre et donc d'avoir accès à l'intégralité des data points qu'on a sur nos clients et également de l'enrichir en temps réel, ce qui est génial, notamment pour prévenir la fraude, parce que la fraude en général, c'est plein de signaux faibles qui permettent de détecter un comportement atypique. Donc, plus on a de données et plus on entraîne et plus les scores sont fins. Et ça peut être également avoir énormément d'autres applicatifs.
notamment pour le renouvellement des informations des clients, quand on doit, vous savez, chaque année ou tous les 2 ans, par exemple, récupérer une nouvelle pièce d'identité, vérifier que l'actionnariat de l'entreprise n'a pas changé. Si on a centralisé toutes les données au même endroit, ça nous permet de nous assurer de demander le delta d'informations le plus minimal aux clients, tout en gardant évidemment la sécurité et la conformité au cœur de nos enjeux. Oui, tout à fait. Je rebondis sur ce que dit Baptiste. Le fait d'avoir un accès central où il y a toutes les données qui se trouvent au même endroit, c'est important. Alors, quand on est dans une société plus récente, ça a été pensé à la conception. Monnaie Trans, c'est une société qui est beaucoup plus ancienne et on a travaillé sur la création de plusieurs produits et tout n'était pas forcément au même endroit. Donc voilà, le travail qui est fait encore actuellement, c'est d'harmoniser tous les outils qu'on peut avoir et mettre tous les produits dans un seul outil ou en tout cas dans un lieu central qui permet d'avoir vraiment une vision globale de l'utilisation de l'ensemble des produits pour un seul utilisateur. Je pense que ce qui aide aussi beaucoup pour améliorer les capacités de détection, c'est d'avoir accès à des tableaux de bord sous forme visuelle. Je trouve que c'est vraiment la meilleure façon de permettre de détecter la visibilité sur de la donnée est meilleure et ça permet d'identifier en fait des tendances, éventuellement des failles qu'il peut y avoir dans notre système de détection. Voilà, je pense que c'est vraiment ça qui aide aujourd'hui à améliorer notre détection. Je rebondis également sur tout ce qu'ont dit Baptiste et Lélia, et pour le coup, je les rejoins totalement. La question des données, c'est vrai que ça pose un défi vraiment majeur en fait pour les établissements financiers, les fintechs y compris, avec cette question de la fragmentation des données. En fait, les informations, elles sont souvent dispersées au sein des systèmes et des outils, mais pas que, puisque c'est aussi parfois dispersé au sein de différentes équipes, voire même au sein de différentes filiales quand on rencontre en fait des groupes, ce qui limite vraiment la capacité des entreprises à identifier efficacement, ne serait-ce que tout ce qui est comportement suspect en matière de surveillance des flux. Et nous, chez RecSharp, on s'en rend vraiment compte dans le cadre des contrôles permanents de second niveau qu'on peut déployer pour nos clients, ou aussi dans le cadre en fait du contrôle périodique qui nous est externalisé, et même encore pire, si je puis dire, parce que les enjeux sont aussi face aux régulateurs, lorsque l'on accompagne des clients qui font face à un audit mené par la CPR, ou en tout cas la CPR qui est mandatée par la Banque de France, on se rend vraiment compte à quel point des fois la donnée n'est pas maîtrisée en interne. Vraiment, on a un manque carrément en fait de connaissance de où se trouve la donnée, à même se poser la question de parfois si elle existe. Donc en effet, pour reprendre l'idée du data lake qu'évoquait Baptiste, c'est vraiment une solution qui est pertinente. Ça permet vraiment de créer un référentiel unique qui va centraliser toutes les données en fait pertinentes pour une lutte contre la criminalité financière vraiment efficace, puisque de toute façon tout le monde en fait n'a pas la possibilité de reconstruire son architecture IT de zéro. C'est là que les API et tout ce qui est connecteur en fait vont jouer un rôle clé, puisqu'en interfaçant les outils entre eux, on peut créer une synchronisation en temps réel des données et éviter par exemple qu'une alerte, que ce soit sur la partie stock ou la partie flux, qui est générée dans un système, soit ignorée dans un autre, ou qu'on ait des doublons. Donc une fois que les données en fait elles sont mieux centralisées et aussi interconnectées, on a la possibilité d'aller encore plus loin et d'exploiter aussi l'IA pour détecter en fait des modèles de fraude qui échapperaient à une approche classique basée sur des règles définies. Et là, on arrive vraiment à un stade assez intéressant. On peut avoir donc cette analyse en temps réel d'un volume assez massif d'alertes, pareil sur le transactionnel, sur le stock, donc le screening, une détection vraiment proactive en fait des schémas suspects complexes, donc typiquement un peu les réseaux de mules qu'évoquait Baptiste, et aussi en fait l'amélioration de la précision des alertes et une réduction des faux positifs. Donc vraiment en combinant ces différentes approches, là pour le coup, je pense que les établissements peuvent non seulement améliorer en fait tout ce qui est détection d'activités suspectes, mais aussi réduire cette charge opérationnelle des équipes conformité en minimisant un volume d'alertes inutile. Et quand on sait aujourd'hui que tout le travail d'un analyste KYC ou sur la partie flux est très chronophage, c'est vraiment pas à négliger. Merci à tous les trois. Alors,
Excuse-moi, juste pour rebondir sur l'aspect opérationnel que tu évoquais, Justine, c'est très vrai que en plus, ça permet de faire des choses assez cool qui font gagner du temps aux équipes data et qui permettent à la conformité d'être autonome. Par exemple, nous, on est de plus en plus en train d'automatiser une partie conséquente de la génération des déclarations de soupçons. À partir du moment où on a identifié le client, les données, l'analyse et qu'on centralise un petit peu tout déjà les éléments, les alertes, etc. qu'on a générés sur ce client, ça permet de gagner un temps considérable sur une tâche qui est quand même assez répétitive et récurrente pour des acteurs qui gèrent beaucoup de transactions. Je pense à toi, Lilia. Il doit y avoir une quantité de déclarations de soupçons très conséquente à gérer. Ça peut être un gain de temps et une optimisation opérationnelle vraiment top. Merci Baptiste et merci à tous les trois. Donc comme on vient d'en parler, les données c'est vraiment essentiel et comme Justine l'a abordé, quand on a une quantité de données, un data lake, on est très vite amené à vouloir mettre de l'IA au-dessus de cette donnée pour en améliorer l'efficacité, en améliorer sa compréhension. Et donc aujourd'hui on voit qu'on a l'intelligence artificielle qui gagne du terrain parmi les fournisseurs de solutions LCBFT. Et cela pose vraiment aux décideurs en conformité une question cruciale. Comment peuvent-ils s'assurer que leurs outils d'IA satisferont à la fois les objectifs réglementaires et les exigences réglementaires? Alors, je vous propose de regarder notre rapport. Pour la deuxième année consécutive, on a mené une enquête à ce propos. 91% des établissements restent à l'aise avec l'idée de compromettre l'explicabilité de l'IA au profit de son efficacité. Bien que, à contrario, ces établissements affirment aussi à 70% comprendre que l'IA sera réglementée dans leur juridiction. Et c'est d'ailleurs une question qu'on vous pose également dans le chat. Dans le cadre du déploiement de solutions de conformité fondées sur l'IA, dans quelle mesure êtes-vous à l'aise avec le compromis entre l'explicabilité et l'amélioration de l'automatisation et de l'efficacité? Alors, notre enquête, elle a aussi montré que lorsque l'IA est utilisée dans la conformité, c'est souvent de manière ponctuelle. Et c'est vraiment ce qu'on a observé, en moyenne avec 42% des répondants. Et c'est vraiment la partie bleue que vous pouvez voir ici. Tandis que sur la partie jaune, 47% ont déclaré utiliser l'IA dans des domaines pleinement intégrés. Cependant, nous avons vu que les organisations sont confiantes dans l'approche des régulateurs concernant l'IA. Et les données suggèrent que l'adoption de l'IA dans les 12 prochains mois se concentrera sur le passage d'une utilisation ponctuelle à une utilisation qui sera pleinement intégrée. Donc ça va nous amener à nos questions. Nous l'avons constaté, les organisations prévoient d'intégrer l'IA. Lilia et Baptiste, si votre organisation prévoit de le faire, comment prévoit-elle de le faire? Alors, chez Netrans, l'IA est encore très peu intégrée en conformité. C'est vrai que c'est un game changer dans le sens où il y a une recrudescence des obligations LCBFT et il y a une augmentation permanente des coûts de ressources humaines. Donc, c'est évident que l'IA, elle a un réel intérêt. Maintenant, aujourd'hui, chez Netrans, on l'utilise pour optimiser le traitement des alertes de notre système de surveillance des transactions. Donc, c'est vraiment la classification des alertes. On va avoir une IA qui va remonter les alertes les plus risquées en premier, pour dire qu'on les traite plus rapidement, en haut de la liste, quoi. Voilà. Pour le reste, l'IA, elle est encore utilisée plus ponctuellement. On est plutôt dans cette partie-là du sondage. Et en fait, ça va être plutôt un chantier qu'on va mettre en place cette année, les années à venir. C'est aussi un investissement, hein. Il faut déployer des personnes qui comprennent aussi comment fonctionne l'IA en interne. Et effectivement, on en parlait tout à l'heure, l'automatisation partielle des déclarations de soupçons, c'est clairement quelque chose sur lequel on est en train de travailler maintenant. On a un nouveau format. Ici, moi, je travaille en Belgique avec notre cellule de renseignement financier. Donc, c'est le bon moment de mettre en place cette automatisation. Voilà. Donc, pour le moment, c'est vraiment quelque chose en cours, mais d'office, quelque chose qui va prendre de plus en plus d'importance dans les années à venir.
Chez Hero, nous, on est plus jeunes et je pense que c'est du coup un peu plus dans notre ADN. Tout le monde au sein de la boîte utilise une IA. Bon, les développeurs n'utilisent pas forcément les chats GPT, mais en tout cas, on est tous de très gros utilisateurs et nécessairement, ça transparaît sur la conformité. On essaye d'identifier en fait au maximum toutes les tâches où on est capable de déterminer un arbre de décision le plus clair possible, basé sur les inputs qu'on reçoit des différents outils. Et puis après, on essaie d'automatiser. Par exemple, pour vous donner quelques cas de figure, on a le refus d'entrer en relation. On a certains points qui sont assez binaires où si on a le cas de figure qui est rencontré, eh ben, on va refuser le dossier. Donc ça permet en fait de faire gagner un temps considérable aux analystes parce qu'ils vont juste avoir à valider la pré-suggestion de l'intelligence artificielle. On utilise aussi d'ailleurs, petit coup de pub Comply Advantage pour le screening à travers un autre outil d'onboarding et on a une surcouche qui, sur la base des alertes qui sont générées par l'outil, nous donne encore une fois des suggestions de traitement des alertes. Il dit voilà, celle-là, a priori, c'est un faux positif parce que la date de naissance ne correspond pas. Et donc là, encore une fois, c'est un gain de temps parce que on a un petit peu gagné du temps sur l'analyse et on peut se concentrer plus sur les tâches à valeur plus ajoutée. Donc pour nous, c'est très intégré, c'est encore en cours de montée en puissance, parce que je pense qu'il faut aussi ne pas y aller trop vite tant qu'on n'est pas en maîtrise de ces outils, parce que je pense que pour ceux qui utilisent régulièrement des IA, on a tous constaté certaines hallucinations ou notamment, moi je demande souvent des choses sur le code monétaire et financier et littéralement, ChatGPT peut inventer des articles. Donc il faut faire attention, c'est pas la panacée. Merci Baptiste. Et comme tu en parlais, on a une énorme notion d'explicabilité sur l'IA, qui est une complexité quand on utilise de l'IA. On doit des fois compromettre l'explicabilité pour avoir de la performance. Et on a vu que 91% des organisations sont prêtes à mettre de côté l'explicabilité et donc la transparence. Comment les établissements peuvent-ils trouver ce bon équilibre entre automatisation et transparence? Pour continuer un peu sur la lancée, je pense que c'est toujours important d'avancer graduellement et de pas se laisser un petit peu monter à la tête le gain de temps potentiel, parce que si on n'est pas capable d'expliquer la décision ou si tout simplement il y a des erreurs et que ça laisse passer des comportements potentiellement dangereux, c'est la responsabilité de la conformité, c'est la responsabilité de l'établissement. Donc il faut en fait, il faut avoir un contrôle très fin des résultats, des différentes tâches qu'on automatise avec l'intelligence artificielle. Le mieux, dans un premier temps, c'est de faire en sorte que la décision finale revienne à un humain pour qu'il vérifie que l'IA ne s'est pas trompée ou qu'elle n'a pas eu un biais de décision quand elle a pris sa décision. Et c'est aussi, je pense, intéressant de se concentrer sur des approches très centrées sur le machine learning. Parce que plus on entraîne le modèle, aujourd'hui, on a pas mal d'automatisation qui n'ont pas de mémoire des décisions qui ont été prises. Donc, ça peut répéter les mêmes erreurs tant qu'on n'a pas amélioré le modèle. Alors que si on a une approche machine learning où on explique le cas de figure où l'IA s'est trompée, pourquoi elle s'est trompée, comment elle peut faire en sorte de ne pas le refaire, au fil de l'eau, on a des outils qui sont de plus en plus efficaces et qui font de moins en moins d'erreurs. Donc, pour moi, l'important, c'est d'y aller étape par étape et en se rassurant tout au long en faisant des contrôles. Merci Baptiste. Alors, on l'a vu aussi. Ah, pardon Léo. Ouais, J'allais juste- rebondir ouais. sur ce qu'a dit Baptiste, mais aussi sur ce qu'a dit Lélia, puisqu'en effet, en fait, la question d'automatiser en fait plusieurs process de conformité avec l'IA et cette question en fait de transparence qui va subsister en fait de façon pérenne, puisque c'est une attente en fait des régulateurs. Déjà, premièrement, je pense que qu'on y soit favorable ou pas, l'IA elle va prendre le pas sur nos vies quotidiennes,
très prochainement et c'est déjà plus ou moins le cas et d'autant plus sur la partie conformité. Donc, qu'on y soit pour ou contre, finalement, elle va s'imposer. Maintenant, il y a effectivement un équilibre à trouver, en fait, avec des axes peut-être qui sont pertinents à explorer. C'est déjà, en effet, donc de prioriser des modèles hybrides d'utilisation d'IA. Donc, en fait, les assujettis aujourd'hui peuvent combiner effectivement des algorithmes d'IA avancés avec des règles de métier classiques pour quand même avoir des décisions rapides et automatisées, tout en conservant déjà une logique compréhensible pour les régulateurs. Documenter et tester vraiment régulièrement les modèles. Donc effectivement, là, comme disait Baptiste, avec tout ce qui est question de machine learning, d'avoir vraiment cette dimension humaine qui, à mon sens, ne peut pas et ne doit pas disparaître. Sinon, effectivement, avec tout ce qui est question de biais, etc., on perd la main et on ne répond pas en fait à cette question de transparence et d'explicabilité. Donc il faut documenter, tester régulièrement les modèles pour assurer en fait une auditabilité qui est rigoureuse. C'est vraiment la clé. Et il faut pouvoir donc voilà justifier pourquoi une décision a été prise plutôt qu'une autre, que ce soit sur la surveillance des flux ou autre, puisque là principalement en LCBFT, bon, je mets de côté un petit peu la partie KYC et vérification d'identité, mais l'IA a tout son sens et toute son importance sur la partie surveillance des flux et aussi la détection de personnes politiquement exposées, personnes sous gel des avoirs, etc. Donc c'est là où vraiment il faut quand même faire attention. On ne peut pas laisser l'IA décider au vu des obligations de résultats qui incombent, par exemple, sur le gel des avoirs, l'IA décider est-ce que oui ou non une entité ou une personne est sous sanction sans même qu'un regard extérieur humain intervienne. Et puis surtout, il faut impliquer en fait les équipes conformité dès la mise en place en fait de l'IA au sein des structures. Donc effectivement, comme l'a mentionné Lélia, il y a un souci en fait, enfin c'est pas vraiment un souci, mais tout le monde n'a pas les ressources humaines aujourd'hui pour pouvoir intégrer l'IA facilement et rapidement. Donc non seulement ça a un coût en termes de ressources humaines, mais aussi par rapport au prix aujourd'hui que coûte l'IA. Alors c'est pour ça qu'il peut être aussi intéressant d'investir dans des solutions qui ont un peu un package intégré de des différents outils qu'aujourd'hui on retrouve un petit peu de façon indépendante sur la partie flux, sur la partie screening, sur la partie KYC. Il y a de plus en plus d'acteurs qui se lancent sur le sujet. Mais donc voilà, si les compliance officers, les analystes comprennent comment fonctionne l'IA et peuvent aider en fait à le paramétrer, on réduit quand même un petit peu le risque d'une espèce de boîte noire en fait au sein de l'assujetti qui ne serait pas maîtrisée. Et donc en résumé, il ne s'agirait pas en fait, je pense, d'opposer automatisation et transparence, mais vraiment de les faire coexister avec des mécanismes de contrôle robustes. Merci Justine. Donc on en a parlé, on a l'explicabilité, des notions d'IA qui doivent décider automatiquement, des IA qui agissent en boîte noire, et on a du coup une surveillance accrue qui va avoir lieu des régulateurs sur ces notions d'IA et sur la place de l'IA dans la conformité. Tu en as parlé, Justine, il y aura des notions de package intégré. Que devraient prioriser les établissements dans leurs établissements en IA pour garantir l'évolutivité à long terme? Je dirais que ce qui est important, c'est la formation. Se former pour comprendre le fonctionnement de l'IA, pour comprendre où est-ce qu'on peut l'implémenter et voir recruter des experts, voilà, tout simplement, qui vont permettre d'accompagner en interne la conformité pour mettre en place de l'IA dans les processus. Je pense qu'avoir quelqu'un en interne qui comprend l'IA, c'est très important aujourd'hui. Comme on l'a dit, ça va prendre de plus en plus de place dans nos processus et ça semble évident qu'aujourd'hui, il faut avoir les compétences pour pouvoir mener à bien ce type de projet. Peut-être pour rebondir sur ce que vient de te dire Lélia, puis aussi ce qui a été évoqué juste sur la question précédente. Pour moi, et ce qu'on observe un petit peu, c'est que les solutions d'IA, elles doivent pouvoir s'intégrer vraiment facilement aux systèmes qui sont existants et aussi ceux futurs. Donc il faut vraiment miser sur des architectures modulaires et vraiment ouvertes et éviter vraiment les blocages technologiques, en sachant qu'en fait les réglementations, elles évoluent rapidement. Vraiment, les modèles d'IA doivent pouvoir s'adapter. Donc il est vraiment essentiel d'investir dans des infrastructures modulables et évidemment ça demande voilà, d'avoir la compétence en interne
qui permettront d'ajuster facilement les paramètres et de mettre à jour les modèles en fonction des nouvelles exigences réglementaires. Et une IA n'est aussi fiable que par la qualité des données qu'elle exploite. Donc ça aussi, on en revient un petit peu à la question de tout à l'heure. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais les deux vont de pair. Donc il est vraiment crucial de travailler sur la diversité et la qualité des données d'entraînement et d'intégrer des mécanismes de contrôle pour éviter justement les biais algorithmiques qui pourraient fausser les décisions de conformité. Donc, juste pour résumer, je pense que voilà, il faut vraiment voir l'IA comme un levier stratégique de long terme et non comme une solution ponctuelle parce que voilà, vraiment, l'IA s'impose et un investissement qui est bien structuré aujourd'hui garantira non seulement la conformité face à la multitude d'exigences réglementaires, mais aussi une meilleure performance et une flexibilité face aux régulateurs. Et j'ajouterais que faut aussi le voir comme si c'est un outil qui est utilisé par la conformité pour optimiser ses processus, pour les rendre plus efficaces, nécessairement et malheureusement, ça va aussi l'être par les fraudeurs, par les gens qui veulent blanchir de l'argent, pour réfléchir à des schémas de fraude plus élaborés, pour trouver des façons plus rapides d'ouvrir des comptes dans divers établissements. Donc, c'est hyper important de former les gens sur la partie tech qui les utilisent, mais également la conformité et les gens qui sont à la prévention de la fraude, parce que autrement, c'est les fraudeurs qui en tireront les profits. Merci à tous les trois. Alors, pour continuer, je voulais vraiment vous présenter une tendance qu'on a relevée chez Comply à travers nos 1600 clients et prospects. Cette tendance, c'est vraiment le besoin de plus d'automatisation et d'innovation. Et pour ça, on a créé ce schéma où on a vraiment 5 niveaux distincts de maturité en ce qui concerne les outils de conformité. On constate qu'un nombre significatif d'organisations sont encore à un stade où l'automatisation est limitée. Il y a beaucoup de processus manuels, chronophages et gourmands en ressources. À l'opposé, on a des établissements qui se tournent de plus en plus vers l'intelligence artificielle pour optimiser leurs tâches en conformité, et notamment en matière de filtrage des tiers ou des transactions. Et donc on remarque vraiment une frontière entre une automatisation partielle, répandue chez la plupart des acteurs régulés, avec des outils disparates et des solutions qui fonctionnent en silo. Donc là, on parle de criblage d'entrée en relation, de criblage de suivi en relation, filtrage des transactions. Au-dessus de ça, on rajoute même un outil de gestion de cas. Et là, on est vraiment autour du niveau 2. Et à l'opposé, de l'autre côté, on observe chez certains acteurs une progression vers des niveaux et des systèmes plus intégrés et unifiés. Et ça permet vraiment une amélioration des risques et de la productivité en amenant à une réduction des coûts. Niveau vraiment 3, 4 et 5. Et c'est vraiment marqué par l'adoption de ces solutions unifiées et de l'exploration d'IA agentique. Et ça ouvre vraiment la voie à une conformité plus agile et efficace. C'est un enjeu pour vous, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, je vous propose maintenant de passer à la partie questions-réponses. Alors, une des premières questions qu'on a eues, je vous invite aussi tout le panel à répondre avec moi à ces questions, c'est comment mettre en place une veille réglementaire ou se connecter pour savoir s'il y a des nouveaux règlements ou chercher ces nouveaux règlements. Alors peut-être que je peux prendre la main, puis je laisserai Baptiste et Lélia compléter. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas évident. La veille réglementaire, c'est vraiment un travail de fond qui se fait de manière constante et on n'a pas toujours des solutions centralisées qui permettent en fait de retrouver la main directement sur les nouveaux règlements. Donc, il y a des solutions qui commencent à exister. Alors, j'ai pas de nom là qui me viennent en tête, mais il y a quelques acteurs qui commencent à s'insérer un petit peu dans ce marché qui est à construire finalement. Par contre, nous, chez RegSharp, typiquement, en tant que cabinet conseil, on fait très souvent cette veille réglementaire, en fait, pour nos clients, justement pour les aider à centraliser l'information, que ce soit au niveau européen, au niveau purement local. Ça permet, en fait, d'éviter de perdre trop de temps dessus. Je pense, par exemple, à tout ce qui est liste de pays à risque publiée par le GAFI, la Commission européenne, le CDE, etc. C'est pas toujours évident de s'y retrouver. Il y a souvent des changements. Donc, on voit passer des choses sur LinkedIn, c'est très bien, mais bon, on se perd un petit peu dans le fil.
Donc il faut essayer d'avoir soit en interne, voilà, des ressources qui arrivent vraiment à piocher, à retrouver des sources officielles, qu'on va consulter régulièrement. Essayer de mettre des alertes. Je sais que la CPR permet par exemple d'avoir des alertes par mail, sur, des nouvelles sanctions qu'elle publie, sur des nouveautés. J'imagine que peut-être sur les sites européens de tout ce qui est directives, règlements, on a la possibilité de faire de même, mais il faut quand même toujours faire un petit travail de recherche, donc soit en interne, soit l'externaliser, pour être sûr qu'on passe, à côté de rien. Merci Justine. Oui, je rebondis sur ça. Je pense que ce qu'on fait encore, c'est malheureusement assez manuel. Comme tu dis, il n'y a pas forcément encore beaucoup d'outils à disposition pour avoir quelque chose. Je dirais, on ouvre la page et on voit les mises à jour. Donc ça, il faut le faire soi-même. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a un fichier interne de suivi. Donc, quand on a un groupe pan-européen comme Netrans, on est exposé à plein d'applications différentes, des différentes directives. Alors, heureusement, maintenant, on va être plus sur du fonctionnement de règlement, donc des choses normalement à peu près harmonisées au niveau européen. Je dis bien normalement parce que il y a toujours des spécificités locales. Mais voilà, faire un fichier de suivi, il y a des sites. Moi, j'ai tout simplement des favoris. Je sais que une fois par mois, tous les 2 mois, je vais aller faire un petit tour sur ces sites-là et mettre à jour mon fichier. Des newsletters. Voilà, je sais que l'autorité bancaire européenne, on peut s'abonner à la newsletter. La CPR, il y a aussi des alertes. Voilà, et c'est le cas pour la plupart des pays en Europe. Et puis, tout simplement, il y a aussi des événements de conformité, des moments comme maintenant, où on discute voilà, de façon accessible à tous, des nouvelles réglementations à venir ou qui sont déjà passées. Nous, en Belgique, on a aussi une association des établissements de paiement où on se rencontre mensuellement pour discuter des mises à jour réglementaires et pas que, d'autres défis aussi auxquels on peut faire face. Et ça, c'est aussi un moyen de s'informer. Voilà, et puis je dirais la dernière étape, c'est participer à des formations. Il y a plein de formations sur toutes les nouvelles réglementations qui sont en cours. Et ça aide parce que ce sont des experts de nouveau qui vont venir expliquer ces réglementations-là. On ne peut pas être expert en tout. Donc, c'est très important de faire appel à ce type d'événement aussi, quoi. Et j'ajouterais juste un tout petit point. Le principal a été dit, mais vu que la thématique c'était l'intelligence artificielle, il y a 2 pistes intéressantes à exploiter. La première, en fait, c'est de créer des tâches automatisées où on peut créer, en fait, mettons par exemple sur ChatGPT, un modèle spécialisé qui tous les jours va aller vérifier sur tous les sites qu'on aurait identifiés et potentiellement checker d'autres sources pour voir si certains types d'annonces n'ont pas été faites, comme création d'une nouvelle autorité, travail sur une nouvelle réglementation, nouvel arrêté, etc. Donc ça permet d'auto-générer des rapports hebdomadaires, par exemple, pour pas non plus être trop spammé sur les éventuelles évolutions réglementaires à suivre. Et après, pour se faire, moi je le fais de temps en temps pour se faire une première idée sur une réglementation, ça peut être pas mal aussi de créer un modèle spécialisé dans comment dire, le fait de faire un récap le plus clair et actionnable possible sur une réglementation et adapté aux besoins spécifiques de l'entité pour laquelle on travaille. On peut lui dire, voilà, moi je suis un établissement de paiement, j'opère sur tel marché, je fournis tel service, ma clientèle c'est tatata, et l'outil est censé, c'est perfectible, mais aller chercher les informations les plus pertinentes pour mon type d'entité. D'accord. Merci Baptiste. Je vais passer à une prochaine question. Si vous avez des questions, je vous invite aussi à les poser dans la partie questions que vous avez en bas à droite de votre écran. Justine, au regard des évolutions géopolitiques, comment vois-tu l'évolution vis-à-vis des États-Unis et de l'Europe sur le partage de données et sur les régulations entre ces 2 pays? Alors pour le coup, avec les évolutions géopolitiques, je pense que ça va vraiment dépendre en fait, des événements qui vont, se poursuivre. Donc là, on a, les élections, qui viennent de se passer avec, Trump qui a été, à nouveau, élu et cetera. Il va falloir attendre un petit peu, je pense, pour voir ce qui va sortir. Honnêtement, nous, c'est pas quelque chose auquel on est vraiment confrontés, quotidiennement.
Aujourd'hui, on sait que voilà, toute la partie RGPD nous sécurise un petit peu sur la partie européenne. Maintenant, au niveau international, généralement, ce qui se passe, c'est que du coup, on reste très fermé, très opaque, justement pour éviter tout ce qui est fuite, etc. Même si on peut pas empêcher tout ce qui va être cyberattaque. Donc à voir, mais je pense pas qu'on va vers l'ouverture en fait des données au niveau européen, au niveau international sur tous ces sujets. D'accord. Lélia et Baptiste, on a une question sur avoir des exemples de surveillance et de détection des signaux faibles de fraude, comportement, cohérence des données. Moi, là-dessus, pour le coup, c'est un petit peu de la secret sauce. Donc, je ne peux pas trop expliquer comment on le fait parce que sinon, après, on donne vraiment les clés aux fraudeurs pour contourner les signaux qu'on exploite. Donc, pour rester très général, voilà, il faut se dire que sur un client, on a une somme de données et il faut essayer de les entrecouper avec un comportement typique d'un utilisateur et dès qu'on a des incohérences entre la donnée 1 qui en général est toujours en reflet de la donnée 17, etc. et que là il y a des points comme ça, il faut créer des scores et ça prend du temps. C'est vraiment un travail qui se fait au fil de l'eau et en déconstruisant des cas de fraude avérés qu'on a détectés a posteriori et on se dit ok, bon, qu'est-ce qu'on aurait pu détecter qui n'était pas typique d'un client légitime, et on déconstruit et on comprend les biais qu'on avait ratés et on fait évoluer les modèles, mais je peux pas rentrer dans un niveau de détail plus élevé que ça. Ouais, pour rebondir sur ça, c'est vrai que c'est plutôt un algorithme de scoring du risque individuel du client qui va permettre de remonter les cas plus suspects. Donc là, effectivement, il faut avoir quelque chose qu'on fait évoluer au fur et à mesure du temps parce que les typologies de fraude, elles évoluent tout le temps. Mais je dirais que dans les facteurs de risque à surveiller, forcément, il va y avoir toutes les données de connexion, donc adresse IP, quels sont les appareils qui ont été utilisés pour se connecter. Est-ce qu'on a l'habitude d'un certain appareil? Est-ce que là, c'est un nouvel appareil? Et puis, il va y avoir les caractéristiques aussi des transactions. Est-ce que le client, il envoie vers son pays d'origine? Est-ce qu'il envoie vers plusieurs pays? Le client typique, il va envoyer à son pays d'origine, dans l'exemple du transfert d'argent. Quelqu'un qui va commencer à envoyer à 5 pays différents, bon, ça, on sait d'office que ça va être un comportement atypique qui peut s'apparenter à une fraude. Après, il va y avoir l'âge du client, il va y avoir qu'est-ce qu'il a donné comme type de document d'identité. Voilà, ça va être un peu propre à chaque clientèle. Donc, chaque établissement va avoir quelque chose, un profil typique. Et puis, à comparer avec les cas de fraude qu'on a détectés. Et puis, les tendances aussi qui sont observées sur le marché, parce que si on veut prendre de l'avance, il ne faut pas attendre de détecter les cas de fraude. Il y a déjà des tendances qui sont explicitées dans la presse, dans des événements de formation, etc. Et donc ça, il faut se dire, OK, j'adapte mes scénarios, j'adapte mon outil de scoring automatisé des risques du client pour permettre de détecter ça. Merci Lélia. Baptiste, on a une dernière question pour toi. Tu as mentionné tout à l'heure un outil qui permet de gérer les questions réglementaires. Et on a quelqu'un qui demande le nom de cet outil. Alors, il y en a plusieurs qui peuvent répondre aux besoins. Moi, j'utilise en fait ChatGPT. Quand on a la version pro, on peut créer ses propres GPT. Donc, on leur met à disposition tous les documents que l'on souhaite. Donc, on peut mettre à disposition, par exemple, un PDF de Mika au hasard. Et on crée après un prompt, donc une description du mode de fonctionnement de ce GPT spécifiquement. On va lui dire, mon but est de soit faire de la veille réglementaire, soit de faire de l'analyse de réglementation et comprendre les points les plus importants à prendre en considération pour mon organisation. Ensuite, on va vraiment détailler mon entreprise est basée en France, elle a un agrément de tatata, etc., le plus d'informations possible. Et après, il faut lui dire, je veux des réponses qui soient concises, avec
avec des points actionnables, avec un plan d'action, etc. Mais voilà, en fait, c'est un travail en amont et ChatGPT permet de le faire, de vraiment bien définir exactement la façon dont on veut que l'IA travaille sur les sources qu'on lui donne pour avoir le résultat le plus pertinent. Et donc, on peut créer aussi des automatisations où l'IA va se déclencher une fois par semaine ou tous les jours pour aller consulter certaines sources d'informations et synthétiser les retours qu'elle en aura. Merci Baptiste. C'est du coup la fin de notre session. On va revenir vers vous pour toutes les questions qui n'ont pas été répondues. Vous pouvez télécharger notre rapport que vous trouverez en lien dans le chat. Vous recevrez aussi très prochainement un lien pour la rediffusion de cette session. Merci à tous les trois d'avoir participé avec moi à ce webinar. Vous pouvez retrouver tout le monde sur LinkedIn. Si vous souhaitez échanger avec Compliance Vantage, nous vous partageons ici les coordonnées de Yves Alexandre. Et vous pouvez aussi réserver une démo avec un lien qui s'affichera dans le chat. Merci à tous et je vous souhaite une bonne journée. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée, au revoir. Au revoir.